Combat en loge, combat individuel. Pourquoi le travail en loge permet de lutter contre le prêt-à-penser? Eh bien, le combat en loge permet cela parce qu'il nous plonge la loge, l'univers de la loge, l'univers spatio-temporel de la loge, nous permet de nous arracher au monde profane. Et donc à nous mettre dans une situation inhabituelle pour nous. Elle nous invite à être dans une forme d'inconfort. Et donc, comme nous avons un travail à réaliser sur nous-mêmes, que je qualifie de combat, on pourra y revenir, eh bien, c'est la raison pour laquelle, en effet, ce travail est permis, est autorisé par la loge, par l'univers qu'elle nous propose, l'univers symbolique, l'univers rituelique, dans lequel les francs-maçons sont plongés. Comment le franc-maçon peut-il s'éloigner du temps profane? Il peut le faire parce que, précisément, l'univers de la tenue, les rituels, le cadre symbolique, tout ce qui lui est proposé lui permet, d'abord, lui invite à mettre les métaux à la porte du temple, à les laisser, et à se défaire des postures dans lesquelles il peut être plongé par les nécessités de la vie profane, par les nécessités de la vie matérielle. La loge lui permet, en effet, de pouvoir se dégager de tout ça. Combat collectif, le combat Grand Orient de France de la Troisième République est-il encore actif en 2019? Je ne sais pas si le combat de la Troisième République est toujours d'actualité, parce que les choses ont considérablement changé. À l'époque, le Grand Orient de France faisait un peu corps, notamment au début avec le Parti radical, ou en tout cas ce qu'il deviendra par la suite. Aujourd'hui, les conditions, le contexte a considérablement changé. Cela étant, le Grand Orient de France a toujours été, en tout cas depuis très longtemps, une obédience caractérisée par ses engagements, par son combat pour la République, pour la laïcité, pour l'émancipation, pour la justice sociale, pour le progrès, etc. etc. Donc c'est une obédience de combat. Ça l'est toujours, même si, évidemment, depuis la Troisième République, les choses ont énormément changé. Puisque les choses ont évolué, aujourd'hui, quelle est l'urgence des combats? Plutôt la laïcité ou plutôt le racialisme? Moi je crois que, parce que nous sommes des francs-maçons au Grand Orient de France, puis dans beaucoup d'obédiences proches, nous sommes des héritiers des Lumières, nous sommes des fils et des filles des Lumières, héritiers de ce siècle de l'émancipation. Nous avons d'abord le devoir de consolider les acquis qui nous ont été légués par ce siècle des Lumières. Et c'est l'humanisme, c'est l'universalisme. Et ces acquis-là, ils sont aujourd'hui très fortement menacés. Bien sûr, ils ont toujours été contestés, mais ils sont aujourd'hui considérablement menacés. Et donc, je considère que la laïcité, c'est évidemment un sujet important, mais le socle sur lequel notre civilisation, je dirais, est établie, civilisation humaniste, est établie depuis 3 siècles, il est aujourd'hui menacé. Et donc, nous avons, à mon avis, le devoir de consolider déjà cela. Et, en effet, la question du retour de la lecture raciale des rapports humains, tels qu'ils se propagent aujourd'hui à une vitesse vertigineuse, est pour nous, à mon avis, un défi considérable. Il permet aussi, ce combat, de rassembler des hommes et des femmes, des francs-maçons et d'autres humanistes, au-delà des clivages, au-delà des sensibilités partisanes, au-delà des sensibilités même d'obédience, de rite. Et donc, c'est la consolidation de cet acquis, de ce legs des Lumières qu'il nous appartient aujourd'hui de défendre et de promouvoir. Donc c'est pour moi un combat central. Combat dans la cité. Existe-t-il une dérive à ouvrir trop les temples aux profanes? Existe-t-il un danger d'importation profane par rapport à l'initiatique? Oui, je pense qu'il y a un risque de dilution du caractère maçonnique dans le profane. Lorsque nous nous ouvrons trop au profane, pour lui plaire, pour plaire au monde profane, évidemment aussi pour attirer des profanes à nous, nous pouvons être tentés également pour plaire, de concéder un certain nombre de choses, de faire entrer aussi les considérations du monde profane dans nos modes de réflexion. Et je pense que nous devons, nous, francs-maçons, plus que d'autres, échapper au mode et à l'ère du temps, échapper à la pression médiatique. Et lorsque nous sommes trop soumis à la pression médiatique, lorsque nous sommes trop soumis à l'ère du temps, à la pensée dominante,
eh bien, nous ne faisons plus le tri, nous ne prenons plus la distance nécessaire que nous invite à faire la démarche maçonnique, et donc nous sommes finalement en correspondance totale avec le monde profane, et la franc-maçonnerie ne présente plus d'intérêt particulier de ce point de vue. Et donc, en effet, il y a un risque. Donc je pense qu'il faut maintenir absolument le caractère maçonnique de nos réflexions, de nos modes de pensée, de nos modes d'agir. C'est absolument indispensable. Sinon, un jour, nous nous apercevons que la franc-maçonnerie ne sert plus à rien. Toujours dans la cité, pourquoi, d'après vous, la laïcité semble impuissante face aux forces de massacre au nom de Dieu? La laïcité est impuissante. La laïcité, ce n'est pas simplement un concept éthéré. La laïcité, elle a besoin d'être relayée. Alors, par des responsables publics, parce que notre République est laïque, c'est inscrit depuis 1946 dans la Constitution, la loi de 1905 est plus ancienne, il y a les lois de 81-82 sur l'école, bref, nous avons tous ces acquis. Nos responsables publics sont censés faire respecter la laïcité. Bon, ça c'est le premier élément. Et puis deuxièmement, les citoyens que nous sommes tous sont là aussi pour la faire respecter, pour la promouvoir, pour la défendre. Je pense que les citoyens se sont un peu trop assoupis par rapport à ce devoir, par rapport à cette exigence, par rapport à ce combat permanent. Vous savez, Ferdinand Buisson disait en 1903, le premier devoir d'une république, c'est de faire des républicains. Ça veut dire qu'il faut que chaque citoyen soit porteur lui-même, je dirais, d'une aspiration à la vie, à l'incarnation de la République, dans la réalité. Et puis, donc, nous sommes un peu assoupis, nous autres citoyens, de façon générale, peut-être les maçons aussi, pas mieux que nous ne sommes pas mieux que d'autres de ce point de vue. Et puis, un certain nombre de nos dirigeants, que ce soit au niveau local comme au niveau national, se sont parfois un peu laissés aller à céder aux revendications religieuses, confessionnelles, communautaires qui s'exprimaient ici ou là pour des raisons qui peuvent être parfois respectables, qui parfois tiennent au clientélisme local, notamment. Quel devrait être le rôle de la franc-maçonnerie par rapport au discrédit de la démocratie représentative qui existe aujourd'hui? Nous n'avons pas, nous, à nous engager dans le débat au quotidien, dans le débat politique au quotidien. Nous sommes là pour essayer de faire passer des idées en amont. Et nous avons, je pense, de ce point de vue, à rappeler combien la démocratie, dans ses modes de fonctionnement, est un système indispensable. Parce que nous le voyons à travers beaucoup d'enquêtes de plus en plus nombreuses qui sont réalisées sur ce plan, beaucoup de gens ne croient plus aux vertus de la démocratie. Beaucoup de gens se disent que finalement un pouvoir autoritaire, éloigné des canons démocratiques tels qu'on les voit prospérer en Europe, pourrait être une solution. Donc nous avons à défendre la démocratie. Je pense que nous avons à défendre la démocratie représentative parce que c'est le mode de fonctionnement, je dirais, normal, basique de la démocratie, et parce que les manières de contester la démocratie représentative ont parfois été alimentées par les responsables publics eux-mêmes, en disant, eh bien, on va tenter de chercher d'autres sources de légitimité. Il faut déjà faire fonctionner harmonieusement et de façon satisfaisante la démocratie représentative. Après, pour le reste, c'est un plus, la démocratie participative, tout ça, je dirais que c'est un plus, c'est un complément. Mais il faut déjà assurer cela. Donc nous fondements, oui. Les fondements, les bases, les principes. Et donc, nous avons, je crois, nous, comme francs-maçons, nous n'avons pas à rentrer dans le débat politique, mais nous avons à rappeler les principes. Et comme nous savons, peut-être mieux que d'autres, quel prix coûte la démocratie, combien un certain nombre de nos anciens se sont battus, ont été privés de leur liberté, voire parfois de leur vie, pour défendre les idéaux démocratiques, nous considérons en effet que nous avons du pain sur la planche. Actuellement, à une progression des phénomènes irrationnels très importante. Comment la méthode initiatique maçonnique peut-elle combattre cette croissance des idées de complot, par exemple? La méthode initiatique, il n'y a pas de mystère derrière cela, en dehors du mystère de nous-mêmes, parce que l'initiation, c'est l'initiation à la connaissance de soi. Ça nous permet de mieux nous connaître, ça nous permet de mieux savoir comment nous fonctionnons, et ça nous permet d'avoir un discernement plus fort par rapport à nous-mêmes,
par rapport aux phénomènes qui nous entourent, par rapport à la lecture des faits sociaux qui nous environnent. Et donc, ça nous permet aussi de faire la distinction entre ce qui est de l'ordre de la démonstration rationnelle, de la démonstration scientifique, de ce qui est de l'ordre de l'opinion, voire de la croyance. Donc, ce discernement, cette capacité de discernement, je pense que les francs-maçons l'ont ou devraient l'avoir plus que d'autres, parce que précisément, la démarche initiatique nous permet d'opérer, je dirais, en nous-mêmes, les moyens de sortir de la confusion qui parfois enserre notre monde, notre société, dans une espèce de brouillard permanent. L'Europe des francs-maçons, quels sont les principes maçonniques à rappeler pour se diriger vers peut-être rassembler ce qui est épars en Europe, plutôt qu'une division par rapport à ce qui pourrait exister en Europe? Moi, je dirais que nous avons un modèle, alors que nous ne pouvons évidemment pas plaquer de façon mécanique, ça serait tout simplement idiot. Mais nous avons un modèle d'une Europe qui, jadis, a été une Europe de l'ouverture, de l'émancipation, du foisonnement intellectuel, culturel, artistique. Cette Europe, c'est celle du XVIIIe siècle. On a connu des répliques, par exemple en 1848 avec le Printemps des peuples. Donc nous avons là des références sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, parce que l'Europe que nous connaissons aujourd'hui, elle a été basée sur des fondements économiques, industriels. Bon, c'est le triomphe de la marchandise, le triomphe des capitaux. Bon, l'Europe du XVIIIe siècle, c'était l'Europe de la culture, c'était l'Europe des arts, c'était l'Europe de l'échange, d'une forme de cosmopolitisme, d'ouverture à l'autre, d'intérêt pour l'autre, pour d'autres univers, artistiques, scientifiques, moraux, de toute philosophique. Et c'est aussi la raison pour laquelle les francs-maçons sont si attachés à cette utopie qu'ils bâtissent sans cesse, cette république universelle qu'ils ne verront jamais, mais qui constitue leur horizon, leur cap. Donc voilà en quoi, je pense, cette Europe des Lumières pourrait encore très utilement nous inspirer pour rebâtir, pour refonder l'Europe aujourd'hui. Eh bien, Philippe Foussier, merci pour vos utopies et merci pour vos possibilités européennes dans les mois à venir. Merci Jacques Carletto.